Fil PM. Paranormal. The flying disc has been found. Les enquêtes de Christian Page. Christian Page. Salut Bernard. Comment ça va? Écoute, j'ai écouté ta chronique avec Luc Lavoie. Bienvenue dans mon univers des théories du complot. Écoute, les vaccins, c'est un truc qui revient périodiquement dans la complosphère. D'où ça vient, ça? Et la position, en fait, c'est un article qui était paru il y a quelques années dans le périodique scientifique très sérieux de Lancet en Angleterre. D'ailleurs, le Lancet qui s'est excusé à maintes reprises. Ils ont donc publié cette étude. C'est une étude qui avait été qui était signée par un certain docteur Wakefield ou Landfield, quelque chose comme ça. Et cette étude-là était complètement trompée. Là. C'était des faux chiffres, c'était une véritable organisation. Le Wakefield avait reçu des pots de vin pour ça. Donc, il avait falsifié ses résultats, publie donc l'étude, disant effectivement qu'il avait trouvé une correspondance entre l'autisme et le ORO, là, le vaccin dont Luc Lavoie a parlé. Et à partir de là, bien sûr, immédiatement, la communauté scientifique s'est inscrite en faux contre ça. On a présenté de nouvelles études. Le Lancet a fait ses excuses, a retiré cette étude de son site, de ses archives. Et le docteur Wakefield, il faut quand même le dire, hein, il a été banni de l'ordre des médecins en Angleterre. Il n'a plus le droit de pratiquer. Mais pour les théoriciens du complot, tu comprends, on récupère cette information-là et le docteur Whitfield, on fait des héros avec finalement les méchants. Hein, le docteur Whitfield, c'est le bon. C'est lui qui a dénoncé en fait le conglomérat pharmaceutique pour promouvoir les vaccins, alors que la réalité, c'est que les vaccins créaient réellement l'autisme. Donc le docteur Whitfield a été celui qui a osé dénoncer ça et on lui a mis une muselière pour permettre au conglomérat pharmaceutique de pouvoir continuer à faire des sous en vendant des vaccins. C'est assez tordu comme idée et inutile de dire que cette nouvelle étude dont toi et Luc avez évoqué l'existence, qui vient d'être publiée il y a quelques jours à peine, à laquelle ont participé des chercheurs de l'Université McGill et qui montre bien qu'il est la énième étude, hein, faut pas se le cacher, c'est la énième étude qui démontre effectivement qu'il n'y a absolument aucun lien entre les troubles de l'autisme et la vaccination. Et comme l'a si bien souligné Luc Lavoie, c'est vrai que dans certaines théories du complot, si tu y adhères, par exemple, nous ne sommes pas allés sur la Lune, la Terre est plate, les conséquences sont minimes. Mais dans le cas de la théorie du complot des vaccins, l'Organisation mondiale de la santé, à partir du moment des grandes campagnes de vaccination dans les années 70, il y a certaines maladies qui étaient passées littéralement sous le seuil de l'éradication. Et là, on les voit revenir en force. Excuse-moi, Bernard, mais la rougeole est encore une maladie infantile mortelle. Et les gens nous disent, moi, je n'ai pas fait vacciner mes enfants, ils vont à l'école, ils fréquentent la garderie, puis ils ne sont pas tombés malades. Effectivement, heureusement que les parents des autres enfants ont fait vacciner les leurs. C'est absolument terrible de voir ça. Et je suis tout à fait d'accord qu'il faut, là, les théories du complot, quelles qu'elles soient, c'est un véritable cancer à la culture, c'est un véritable cancer à la science, un cancer à l'information, l'éducation, et il faut les dénoncer, quelles qu'elles soient. Mais oui, parce que là, comme tu dis, ça a des conséquences. Ça peut avoir de très, très graves conséquences pour nos enfants. Écoute, j'étais quasiment rendu dans une lancée éditoriale. C'est des trucs qui me choquent. J'avoue que c'est des trucs qui me choquent parce que quand les gens me disent « Oui, mais Christian, tu te bats contre les complots, que les gens croient aux reptiliens, la Terre plate, etc. » Mais quelque part, quand on parle des vaccins, quand on parle également, quand on entend des gens nous dire « Ah, tu sais, il n'y a jamais eu d'Holocauste, la Shoah, c'est pas vrai. » C'est un truc monté par la Juiverie internationale. Ouais, ça me met littéralement, là, ça me met en rogne. Oui, mais avec raison, en colère. Parle-nous un petit peu de la Malaysian Airlines. Alors, on s'en rappelle, c'est quoi? Il y a 5 ans, là? Hein? 5 ans, jour pour jour, aujourd'hui. Hein? Et ce n'est pas une reprise. Cette nouvelle n'est pas une reprise pour les auditeurs. Parce que c'est vrai que ça rebondit dans l'actualité. On a l'impression que c'est toujours du pareil au même. Non, effectivement, il y a 5 ans aujourd'hui, jour pour jour, 8 mars 2014. On rappelle les faits. Hein? Il s'agit d'un appareil d'un Boeing 777 de la Malaysian Airlines. Il décolle de
Kuala Lumpur un peu après minuit. Il a 237 passagers à bord et l'appareil, pour des raisons qui restent nébuleuses, les transpondeurs de l'appareil ont été coupés, l'appareil a changé de direction et il a disparu littéralement des écrans radars et en fait, on a l'impression qu'il a été gommé de la surface de la Terre. Mais on sait qu'il s'est écrasé parce qu'on a retrouvé des morceaux de cet avion-là. Voilà. Certains débris, au cours des années qui ont suivi, certains débris ont été retrouvés sur la côte est de l'Afrique et ce qui montre bien que l'appareil s'est crashé quelque part. C'est ça. Quelque part dans l'océan Indien. Maintenant, quelles sont les circonstances de ce détournement, entre guillemets, d'avion? Pourquoi a-t-il changé de trajectoire? Pourquoi a-t-on coupé les transpondeurs? D'ailleurs, les experts dans le domaine de l'aéronautique sont unanimes. Couper les transpondeurs ne peut être qu'un geste délibéré. Le transpondeur, pour les auditeurs, c'est cette balise qui envoie de l'information au centre terrestre pour dire « je suis l'avion numéro un tel, je suis à telle ou telle altitude et je me dirige dans telle ou telle direction ». Donc, ce sont ces informations qui sont transposées sur les écrans radars et qui permet au personnel aérien de déterminer où, quand, comment se déplace l'appareil. Donc, ces transpondeurs ont été éteints, ce qui ajoute à l'énigme. Et on le sait, au cours des années, d'importantes recherches, peut-être les plus grandes, les plus importantes recherches jamais menées en mer pour retrouver un objet perdu, entre guillemets, encore une fois, ont été consacrés à la recherche du MH370. Et voilà qu'on apprend dimanche dernier, parce que là, l'année dernière, au printemps dernier, printemps 2018, une organisation, Ocean Infinity, une organisation américaine, s'était proposée en fait de faire des recherches pour essayer de retrouver l'appareil. À ce moment-là, il y avait une entente entre le gouvernement malaisien et Ocean Infinity qui disait qu'on ne paierait que sur la présentation de résultats. Exact. Ocean Infinity, c'est une organisation importante. Il dispose de moyens techniques très, très, très sophistiqués. On parle de submersibles, de caméras submersibles, des robots submersibles. Ils ont des bateaux supports qui sont équipés de sonars. C'est vraiment de la très haute technologie. Et au printemps dernier, ils ont fait des recherches qui ont perduré jusqu'en mai et malheureusement, on n'a rien retrouvé. Donc, les Américains sont retournés bredouille et le gouvernement malaisien avait annoncé à ce moment-là la fin des recherches pour retrouver le MH370. Et dimanche dernier, nouvelle information, tu vas le voir, elle est très importante. Dimanche dernier, le gouvernement malaisien a accepté de rouvrir l'enquête sur la disparition du MH370. Ils offrent 70 millions de dollars à l'organisation qui sera en mesure de retrouver l'appareil perdu. Et tu comprendras que sur les rangs, on retrouve encore une fois Ocean Infinity, qui a participé aux recherches au printemps dernier. Et cette fois, on se base sur une nouvelle information qui vient tout juste de sortir. Ce sont des chercheurs de l'Université de Cardiff qui ont étudié en fait des échos sonores, des échos qui auraient été captés par des balises hydroacoustiques. Alors, pour essayer de rendre ça très simple, Bernard, quand tu lances une pierre dans une flaque d'eau, il y a l'endroit où la pierre tombe et elle va faire des ondes. À la surface de l'eau, tu vas voir des ondes qui vont s'étendre. C'est vrai sur les vagues, donc qui vont se produire à la surface au moment où il y a la chute d'un objet, mais ça produit également un son. Or, à ce moment-là, au moment où l'appareil on suppose, c'est crashé dans l'océan, donc le 8 mars 2014. Il y avait deux balises acoustiques qui étudiaient en fait la mer, une qui était au large de l'Australie et une autre qui était quelque part dans l'océan Indien. Et ces deux balises ont capté une onde sonore, si je peux dire, infinie. C'est très, très petit, c'est très faible, mais ces ondes sonores, ces ondes captées semblent correspondre au moment de la chute de l'appareil. Et en faisant un travail de triangulation, les chercheurs de l'Université Cardiff arrivent à la conclusion que l'appareil s'est peut-être écrasé plus près de l'Australie qu'on le croyait, ou peut-être au large, la deuxième possibilité, au large de l'île de Diego Garcia. Mais tu penses-tu vraiment... Mettons là, qu'on retrouve l'endroit, là. Oui. Grâce à cette triangulation. Absolument. On va retrouver quoi? Je suis même pas sûr qu'il reste, compte tenu de la force de l'impact, je suis même pas sûr qu'il reste encore quelque chose qui ressemble à une carcasse. Voilà. Mais il y a plusieurs éléments là-dedans. Dans un premier temps, la découverte de l'épave, des morceaux de l'épave, pourrait peut-être permettre de jeter une lumière sur les circonstances de l'accident lui-même. L'autre élément, c'est peut-être un élément plus humanitaire.
On veut répondre à la question que se posent des familles des victimes, les 239 personnes, 237 personnes à bord. Où sont-ils? Que s'est-il passé? Et à partir du moment où on aura trouvé, ou si on trouve bien sûr cette épave... Tu peux passer au deuil. Hein? Les gens pourront passer au deuil, dire maintenant on sait ce qui s'est passé, on sait où l'appareil s'est écrasé, on connaît mieux les circonstances du crash. Maintenant, passons à autre chose. Mais tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas répondu à cette question, l'énigme demeure et voilà, ça reste un point sombre pour les familles des victimes. On s'entend là-dessus. On ne souhaiterait pas être à leur place. Ça doit être épouvantable. Ouais. Christian Page, je te remercie beaucoup. Ça me fait plaisir, Bernard. À la semaine prochaine. Merci, à vendredi prochain. Merci à Larry Dufresne. Merci à Alexandra Marcoux, Valérie Baudouin qui nous a prêté main forte cette semaine. Merci à vous, les auditeurs, d'être là fidèlement. On se reparle lundi. C'est Paul qui s'en vient. Bonne fin de semaine, tout le monde. Bye!